Dans un instant, vous allez entendre une rencontre qui avait lieu à la librairie Ombre Blanche le jeudi 7 avril 2022 en partenariat avec le Théâtre Garonne. La librairie recevait le comédien Nicolas Bouchot à l'occasion des représentations au Garonne de la pièce Un vivant qui passe, adaptation pour les planches du film entretien de Claude Lanzmann sur la barbarie nazie. Nicolas Bouchot nous présente son livre Sauver le moment, paru chez Actes Sud, un recueil de souvenirs, de fragments d'une vaste mémoire d'acteurs dont la carrière a commencé dans les années 1990. Cette rencontre était animée par la journaliste culturelle Sarah Hautesser. Bonne écoute! Je crois que nous avons un peu de retard, mais il n'y aura pas de retard demain et après-demain au théâtre, c'est promis. Ils sont très à l'heure, j'en suis témoin. Donc merci d'avoir patienté. Et je vais rapidement laisser la parole à Sarah Hautesser, qui est une collaboratrice régulière de Radio Radio, donc partenaire du théâtre et de la librairie, animer ce débat. Elle est journaliste et écrit sur le théâtre notamment, donc elle est la bienvenue pour dialoguer avec Nicolas Bouchot. Rappeler que c'est une pièce une pièce à deux personnages, donc Nicolas Bouchot qui interprète Maurice Rossel. Je pense qu'il en sera peut-être question dans cette rencontre, même si elle est autour de ce livre qui est un livre, on va dire, d'expression beaucoup plus générale quand même sur le théâtre. Et donc Frédéric Noailles interprète Claude Lanzmann. Et voilà, c'est l'occasion peut-être aussi de dire que dans cette librairie, nous avons eu la chance d'inviter un nombre considérable d'écrivains, d'intellectuels, de philosophes, d'historiens. Enfin bon, on ne va pas citer toutes les catégories. Et que Claude Lanzmann fait partie des souvenirs assez frappants des gens que nous avons accueillis. Il est venu 3 fois. Donc, et la dernière fois, c'était au Théâtre Garonne, en compagnie donc, de Jackie Ohayon et de son équipe. Et c'était pour le livre de Patagonie, un moment assez inoubliable. Mais voilà, nous venons de l'évoquer, on ne va pas y revenir. Mais la première fois, c'était il y a vraiment bien longtemps. Et c'était à l'occasion d'une invitation qui était faite quand il était au Temps Moderne. Il était encore directeur des Temps Modernes. Et c'était au théâtre Daniel Sorano avec Jacques Rosner. Voilà, c'est aussi peut-être l'occasion de saluer Jacques Rosner qui vient de disparaître. Voilà, c'était un très beau moment. Alors, on va dire un peu étonnant parce que c'était la première rencontre avec Claude Lanzmann, donc première rencontre, on est déjà un peu surpris, la deuxième pas mal et la troisième plus encore, mais en tout cas voilà, merci pour ce moment qui est donné et qui était essentiellement cinématographique, mais qui est vraiment un moment formidable de théâtre, très belle performance et très belle découverte pour creuser les qualités et comment dire, l'âpreté de Lanzmann. Vraiment, on a là une belle preuve de toutes les qualités que Lanzmann avait pour aller sortir ce qui était difficile à sortir, notamment de cet homme étonnant, malheureusement étonnant, qui était Rossel. Drôle de rôle pour vous. Bon, merci Sarah. Mais tu peux... Ouais. Et donc les séances sont demain, après-demain, à Garonne, à 20h ou 20h30 20h30 Merci. Ils ne savent pas. Est-ce que quelqu'un sait? Oui, 20h30. Okay. Merci Christian, merci et bonjour à vous toutes et tous d'être là ce soir à la librairie Ombre Blanche pour parler donc avec Nicolas Bouchot à l'occasion donc de sa présence à Toulouse pour son spectacle Un vivant qui passe. Et nous profitons de sa venue donc pour présenter aussi son livre Sauver le moment, qui est paru déjà, je crois que c'était en janvier 2021, ça fait un petit moment, hein, aux éditions Actes Sud, collection Le Temps du théâtre, mais que Nicolas Bouchot n'avait pas encore eu l'opportunité de venir vous présenter. Voilà, donc comme on dit, faire une pierre deux coups. Et puis il me semble que pour tous ceux qui s'intéressent au travail de comédien de Nicolas Bouchot et qui l'ont vu sur scène à Toulouse ou ailleurs, au Festival d'Avignon,
trouveront dans ce livre de quoi nourrir leur réflexion sur ce qu'est le métier d'acteur. Donc, dans un premier temps, nous allons évoquer cet ouvrage et puis nous parlerons dans une deuxième partie de Un vivant qui passe, la pièce inspirée donc du film documentaire de Claude Lanzmann. Et enfin, je vous passerai le micro pour un échange autour de 18h30 avec Nicolas Bouchot. Alors, qu'est-ce que signifie être acteur, monter sur scène, jouer? Qu'est-ce que la présence? Votre livre « Sauver le moment », Nicolas Bouchot, n'est pas une biographie ni un livre de souvenirs. Il est, comme l'écrit Georges Banu dans sa postface, un carnet de croquis, expression que je reprends car je la trouve très belle, avec des moments de création, des moments d'expérience théâtrale, des aventures humaines, qui suivent, c'est vrai, une certaine chronologie, de la rencontre fondatrice avec Didier Georges Gabili jusqu'à la création du Méridien de Paul Celan, en passant par vos compagnonnages avec Rodrigo Garcia et bien sûr avec Jean-François Sivadier, toutes ces familles de théâtre, et puis plus tard il y aura, mais le livre s'arrête avant, cette nouvelle famille avec Sylvain Creusevaux, famille de théâtre auquel vous êtes fidèle, mais qui ne vous empêche pas de rester libre, tel un lonesome cow-boy, et de vous échapper parfois seul ou presque vers des aventures théâtrales personnelles, inspirées de textes non écrits spécifiquement pour la scène, et que vous avez inauguré depuis 2010 avec La loi du marcheur, et que vous poursuivez aujourd'hui avec Un vivant qui passe. Alors, Sauver le moment, c'est un livre que j'ai trouvé à plusieurs égards philosophique, existentiel. Et d'ailleurs, vous êtes, on le constate au fil de vos pages, un lecteur d'ouvrages philosophiques. D'ailleurs, je vous ai vu tout à l'heure à la librairie Ombre Blanche. Vous êtes arrêté au rayon philosophie. Mais également, vous êtes un lecteur d'œuvres poétiques. Vous êtes aussi un amoureux du 7e art et de musique punk, si j'ai bien compris. Ouais, voilà. Ce livre est aussi un livre politique, ou plutôt je préfère dire engagé, puisque vous avez quelques pages consacrées au théâtre public que vous défendez ardemment, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Et bien sûr, ce livre est une ode au métier de comédien, celui qui vous a bercé depuis votre enfance, et qu'exerçaient vos parents, et ainsi quelque peu une certaine grand-mère, conteuse et fantasque. Voilà, donc pour ma petite introduction, et pour parler justement de moment, Nicolas Bouchot, et ouvrir cette discussion, quel a été pour vous le moment d'écriture de ce livre? Quand vous êtes-vous dit, là, c'est l'instant juste pour l'écrire? Alors, la genèse du livre, c'est la suivante, c'est-à-dire que Actes Sud a une collection qui s'appelle Le Temps du théâtre, donc où ils éditent des choses sur le théâtre. Et Georges Banu, qui s'occupe de cette collection, me dit un jour, on aimerait faire un livre sur toi, qui serait composé d'un grand entretien sur 180 pages, comme ils ont fait beaucoup, surtout avec des metteurs en scène d'ailleurs. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui va t'interviewer, et on va faire un grand entretien, et puis à la fin, il y aura des petits textes de gens qui ont travaillé avec toi, ou toi, si tu as écrit des trucs et tout ça. Et puis, je rencontre Claire David, qui dirige cette collection chez Actes Sud, et qui me dit comme ça, un peu par défi, mais Nicolas, est-ce que vous avez écrit déjà des choses? Et moi, j'avais des carnets entiers de Clairefontaine écrits avec des bribes de trucs. J'avais beaucoup écrit quand j'avais joué Le Roi Lear de Shakespeare. J'avais écrit 60 pages à peu près sur cette expérience-là, sur ce rôle-là, sur Shakespeare, sur tout ça. Donc j'avais écrit avant. Et donc j'envoie à Claire David des petits trucs. Et aussi, par exemple, tous les textes que je produisais quand je faisais mes spectacles, comme quand je fais un Vivant qui passe ou d'autres, ou le spectacle sur Paul Celan, j'écris des choses pour l'équipe. Voilà. C'est un peu plus qu'une note d'intention, comme on dit. C'est vraiment... voilà. Donc j'envoie tout ça, et puis un jour, Claire David, elle me dit, mais Nicolas, c'est vous qui allez l'écrire. Alors j'étais un peu terrorisé, et en même temps très heureux, parce qu'évidemment, j'avais cette envie-là, bien sûr, d'essayer d'écrire sur ce travail d'acteur. Donc c'était un drôle de livre à écrire, parce que vous voyez, vous écrivez en partant de vous, et à certains moments de l'écriture, c'est très fatigant. C'est-à-dire de ne pas passer par une fiction, par exemple, de repartir toujours de moments que vous avez vécus. Donc ça m'a fait pendant 7 ou 8 mois repartir vraiment dans le passé. Ça m'a mis dans un état très étrange. Et donc,
j'essaye dans ce livre de témoigner, de raconter un peu ce que c'est que le travail d'acteur et peut-être plus exactement qu'est-ce que c'est le rôle de l'acteur, quoi. Est-ce qu'il joue un rôle, c'est-à-dire en m'interrogeant de savoir comment un spectacle, quand on le joue, c'est pas seulement au moment de la représentation qu'il existe. Si vous vivez avec un spectacle pendant 1 an et demi, 2 ans, que vous tournez avec ce spectacle, que vous vous déplacez dans toutes les villes avec ce spectacle pendant 1 an ou 2 ans, voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose du spectacle qui reste tout le temps dans toute votre vie pendant ce moment-là. Donc, c'était essayer de témoigner de tous ces aspects, de tous ces angles-là du métier d'acteur. Je veux dire, pas seulement sur qu'est-ce que serait un personnage ou qu'est-ce que serait interpréter un personnage. C'était un peu mon ambition, entre guillemets, au départ. Et d'essayer d'ouvrir un peu cette chose-là pour des gens qui ne connaîtraient pas, par exemple. Voilà. C'était le... Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis aperçu qu'il y avait une question qui revenait tout le temps, c'était la question du temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Qu'est-ce que c'est que le temps sur un plateau de théâtre ? Comment est-ce qu'on le manipule ? Comment est-ce qu'on le crée ? Comment est-ce qu'on l'invente ? Comment est-ce que on pourrait dire, pour aller vite, et qu'un acteur, avoir de la présence, par exemple, sur un plateau, qui n'est pas une chose donnée d'emblée, pour que la présence d'un acteur apparaisse ou d'une actrice apparaisse, il faut travailler physiquement avec le temps, avec la temporalité du moment présent de la représentation, par exemple. Ça, c'est juste des petites choses. C'est cette expérience que vous faites lors des représentations du Roi Lear, mise en scène non pas par Rodrigo Garcia, mais par Jean-François Sivadier, avec Nora Krief au Festival d'Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes en 2007. C'est des pages très belles où vous approchez le plus justement possible de ce que signifie être sur scène, inventer du temps. Et qu'est-ce que c'est que ce temps ? Est-ce que c'est... Alors, de côté philosophique, on pourrait citer Georges Banu, qui cite Hannah Arendt, qui dit cet interstice périlleux entre les choses qui ne sont plus et les choses qui ne sont pas encore. Ou alors, plus prosaïquement, dire c'est ce temps qu'inventent les enfants quand ils sont en train de jouer, qui sont dans une hyper-présence. Oui, c'est ça. C'est la différence que fait le psychanalyste Winnicott quand il parle en anglais, il y a 2 mots, il y a le game et le play. Et jouer, c'est le play. C'est vraiment la chose. Et je raconte cette anecdote sur le Roi Lear de Shakespeare quand on l'a créé à la Cour d'honneur à Avignon. Sur cette histoire du temps, il y avait, avec ma camarade Nora Krief, qui faisait le fou du Roi Lear, et moi je faisais le Roi Lear, et on avait décidé, en répétition, qu'au Roi Lear, à l'acte 3, il y a une tempête. Tempête très importante, parce que c'est ce qui va consacrer la folie du Roi Lear. Donc les éléments se déchaînent et tout ça. Cette tempête, quand vous mettez en scène le Roi Lear, vous avez 10 milliards de façons de la représenter, de la faire. Souvent avec du son, évidemment, souvent. Et nous, on s'était dit que c'est Nora et moi qui allions faire la tempête, tous les deux, tout seuls, en faisant des bruits avec nos bouches, des éclairs, de la pluie. Ça commençait comme ça, quand même. Donc, avec ce truc totalement enfantin de « on fait la tempête », sauf que là, c'est devant 2000 personnes. Et le soir de la première, avant que la tempête commence, on arrivait tous les deux, comme ça, face au public, sur un plateau vide. Et Nora et moi, on savait que dans 5 secondes, on allait faire les bruits comme ça. Commencer comme ça, quand même. Après, on était repris, on avait des micros, tout ça. Donc après, nos bruits à nous s'amplifiaient et tout ça. Hein. Mais quand même, pendant... je dirais presque 7-8 minutes, on était vraiment tous les deux comme des... à faire ça. Et je raconte dans le livre que quand on arrive devant le public
Et avant que ça commence, il y a un suspens, il y a un temps qui se suspend. Et vous comprenez dans la qualité du suspens qu'il y a à ce moment-là, quand est-ce qu'il faut commencer l'improvisation. Et c'est ce temps-là dont je parle un moment dans le livre. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Qui est comme un temps qui est totalement suspendu, qui dure, je ne sais pas, 10 secondes, hein, comme un temps volé au temps chronologique, comme un temps arraché à notre temporalité, à nous, celle qu'on connaît, les heures qui passent, la journée qui va, les jours qui suivent, les mois qui passent, les années qui passent. Voilà, ce temps chronologique. Comment est-ce que ce moment-là est un truc complètement dingue d'un temps arraché au temps, quoi, comme un temps qui pousserait dans un autre temps. Et ça dure 10 secondes. Et c'est un temps totalement suspendu où toute une salle fait « Ouais, quoi ? Ouais, ils sont là. Et vous, vous êtes là, devant. Et voilà, vous attendez la crête du silence, comme on dirait en musique. Si c'est une seconde avant, c'est trop tard. Si c'est une seconde après, c'est trop tard. Ça ne marche pas tous les soirs. Et quand vous démarrez vraiment sur le haut de la vague, quoi, ou la crête, voilà. Et cette petite expérience du temps de 10 secondes, qui va se répéter pendant 1 an de tournée du spectacle, tous les soirs, je dis combien c'est un rendez-vous chaque soir pour Nora et moi, comme une clairière dans une forêt, comme un moment comme ça suspendu qu'on va reconduire tous les soirs. C'est ce temps-là que j'essaye d'approcher en parlant du jeu de l'acteur. Et aussi, ce que dit Banu sur le truc de la phrase de Arendt, c'est-à-dire un moment, je fais un parallèle entre le jeu et, par exemple, quand vous faites un voyage en train. Quand vous faites un voyage en train ou quand vous faites un voyage, vous quittez quelque chose, vous allez vers une autre chose, mais vous êtes dans ce temps vraiment intermédiaire entre le point de départ et le point d'arrivée. Et c'est cette chose-là que j'essaie d'explorer à travers le jeu de l'acteur. C'est Didier Georges Gabilly, auteur et metteur en scène, fondateur du groupe Chang, qui vous a révélé au métier de comédien, c'est ça, avec des cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch. Avant lui, vous disiez que vous ne saviez pas ce que vous faisiez vraiment sur un plateau de théâtre. C'est vrai. Parce que moi, je n'aurais pas pu faire ce métier en solitaire, par exemple. C'est la première chose que je peux dire. Je n'aurais pas pu faire ce métier comme ce métier fonctionne. Pour nous tous qui jouons, nous attendons le désir de l'autre, que le désir d'un autre se pose sur vous. C'est une vie d'enfer. C'est une vie difficile. Non, mais je vais dire. Donc moi, j'avais... peut-être parce que mes parents faisaient ça, mais à 20 ans, je savais que je voulais rencontrer une famille ou un groupe, ou des groupes, ou quelque chose comme ça, pour commencer à faire ce travail. Et je me souviens très bien qu'à cette époque-là, je me disais tout le temps, si la vie d'acteur, c'est que des auditions à passer et des choses comme ça, moi, j'y arriverai pas. Enfin, ça ne m'intéressera pas comme ça, de cette façon-là. Et je ne juge pas cette façon-là. Hein. Ce métier est fait de ça. Donc, tout le monde vit ça. Moi, quand je fais passer des castings pour le cinéma, je passe un casting pour le cinéma. Voilà, c'est toujours très, très déprimant, mais c'est comme ça. Bon. Donc, j'avais envie de rencontrer une famille. Et donc, quand j'ai rencontré cet auteur-metteur en scène, Gabilly, et en plus, j'avais dans la tête, je voulais rencontrer une famille, mais je voulais aussi rencontrer une famille un peu dingue. Je ne voulais pas rencontrer... voilà, j'avais envie quand même de... Et donc, ce auteur-metteur en scène, Gabilly, était un type quand même assez jusqu'au boutiste, assez dingue. Et avec lui, on a fait des choses effectivement assez dingues. Et j'avais aussi besoin, parce que mes parents faisaient du théâtre et que moi, j'allais faire la même chose, d'être en plus dans un endroit un peu underground, quoi. Un peu les spectacles de Gabilly, les premiers spectacles que j'ai fait avec Gabilly, la salle, nous, on était fiers quand les gens sortaient de la salle pendant les spectacles. On pensait qu'on était tellement dans un endroit tellement radical que, bien sûr, c'était...
Les spectateurs sortaient, c'était trop, quoi. On était vraiment hyper contents. Hein. Et on avait à la fin des salles, la moitié criait bravo et l'autre criait c'est de la merde, quoi. C'était extrêmement... voilà. Il n'y a pas des moments où vous étiez même plus nombreux sur la scène que dans la salle? Si, mais ça, c'est à cause des grèves de 1995. On jouait à Gennevilliers, un spectacle de Gabilly. Et un soir, parce qu'à cause des grèves, enfin, tout le monde faisait du stop à ce moment-là. Je sais pas, on était 15, nous, sur le plateau, et ils étaient 5 dans la salle. Et on a joué. Et sur les 5, il y a une personne qui est sortie. Ça, c'est très étonnant. Hein, quand vous jouez à 15 et qu'à la fin, il y a 4 personnes qui vous applaudissent à tout rompre, en fait. Vachement heureux. On applaudit tout. On applaudit le fait qu'on ait joué, qu'ils soient arrivés jusqu'à Gennevilliers avec les grèves et tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui vous a appris, Gabilly? Gabilly, c'est ce que je dis toujours un peu. C'est-à-dire que nous, c'était un groupe qui s'appelait le groupe Chang. Nous, on avait tous 20 ans. Lui, il avait 10 ans de plus que nous. Et c'est ce que je dis souvent, il nous a complètement déniaisés. C'est-à-dire qu'il nous demandait de faire des choses sur le plateau que nous, à 20 ans, on n'aurait certainement pas fait tout seul. Voilà, ça passait par des choses parfois pas très agréables, ou même parfois la nudité, ou parfois des choses comme ça, ou se raser la tête, ou des trucs comme ça. Mais il nous a un peu... il nous a déniaisés, vraiment. Et surtout, on faisait à chaque fois des projets complètement dingues, quoi. Vraiment, il y a eu un projet, Gibier du Temps, c'était 8 heures de spectacle, quoi. Donc on avait toujours des trucs... Voilà, il nous a appris... C'est marrant d'ailleurs, c'est un truc que j'ai retrouvé un peu quand je suis arrivé chez Creusevaux. Eux, ils sont plus jeunes. Mais j'ai retrouvé le même acharnement, dans le bon sens du terme. Intensité, ouais. Intensité à faire du théâtre. Avec Gabilly, par exemple, il n'était pas question que tous les acteurs ne soient pas tout le temps là pendant les répétitions. Même quand vous n'alliez pas sur le plateau pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tout le monde devait être là tout le temps. Chez Creusevaux, il y a ça aussi. Le bain de la répétition. Vous êtes là, vous dites, hey, il est minuit, c'est bon, on arrête, on est déjà à 12 heures de travail. Non, on va continuer, on va repasser une scène. Voilà, c'est cette espèce de truc un peu jusqu'au boutiste. Moi, je savais qu'à 20 ans, c'était tout à fait fondateur. Et que si j'étais passé par des circuits plus institutionnels ou plus classiques, j'y aurais pas trouvé mon compte et je me serais ennuyé, je pense. C'est comme ça que vous rencontrez aussi Rodrigo Garcia, parce que dans le genre aussi jusqu'au boutiste. Rodrigo, c'est pareil. Pour ceux qui ont vu les spectacles de Rodrigo un jour, parce que là, il fait plus beaucoup de spectacles, je ne sais pas pourquoi. Oui, Rodrigo, c'était énorme. Je dis dans le livre, quand vous sortez des répétitions, que ce soit avec Rodrigo Garcia ou Gabilly, ça c'est très étonnant comme sensation aussi. Quand vous sortez dans la rue le soir, quand la répétition est finie, que vous rentrez chez vous, que vous prenez le métro ou que vous marchez, vous prenez le bus, on a fait des choses tellement, mais bizarres, en répétition pendant toute la journée, des trucs. Avec Rodrigo Garcia, on faisait des improvisations vraiment, vraiment bizarres, quoi. On faisait quand même les Jeux Olympiques des Paralytiques avec un groupe de hard rock qui jouait sur scène et tout ça. C'était quand même des trucs comme ça. Alors quand vous le faites, vous dites qu'est-ce que je suis en train de faire? Et après, dès que vous sortez, c'est vraiment très drôle. Et surtout, vous vous promenez dans la rue et vous croisez le regard des gens et tout ça. Vous dites, si je racontais ce que je viens de vivre dans ma journée de travail, personne ne me croirait, quoi. Il y a quelque chose de venir vraiment d'une autre planète, là. Voilà. Certaines répétitions sont comme ça, pas tout le temps, pas avec tout le monde. Et je dirais Gabilly et Garcia, c'était quand même des gens qui arrivaient à faire que le moment de la répétition était toujours un moment assez souvent intense, quoi. Intense. D'ailleurs, je disais beaucoup à un moment, je ne le dis plus maintenant parce que je suis un peu plus vieux, mais je disais toujours à un moment ce que je recherchais beaucoup, moi, sur le plateau, à un moment, à travers les spectacles avec Jean-François, beaucoup, c'est l'intensif, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'intensif? C'est pour ça, à un moment, je parle de ça, parce qu'il y a un livre de Deleuze, là, sur Kafka, qui est intéressant, et il parle
ce qui est dans le langage, dans les phrases, ce qui est important, c'est l'intensif, plus que le sens même. Et on s'aperçoit quand on joue d'ailleurs que très souvent il y a des phrases que vous allez arriver à faire claquer, donc à faire entendre au public, parce qu'elles sont prises dans un certain rythme, parce qu'elles sont prises dans un certain souffle, et pas parce qu'elles veulent dire ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a... C'est-à-dire que le sens au théâtre est très important, évidemment, mais ne suffit jamais, en fait. Pour que des choses soient entendables et partageables avec une salle, il faut leur trouver une façon d'apparaître, en fait, une façon d'apparaître. Je disais que vous étiez un lecteur de philosophie. Il y a une phrase que vous énoncez au sujet de la vie de Galilée. Penser est l'un des plus grands divertissements de l'espèce humaine. Et donc c'est à partir de cette phrase de Galilée dans La vie de Galilée de Bertolt Brecht que vous évoquez dans votre livre ce temps nécessaire à la recherche artistique que permet le théâtre public. Est-ce que vous trouvez que ce temps qu'on accorde à la recherche scientifique ne vaut pas pour l'art aujourd'hui, pour le théâtre, qui a obligation de résultat ? Oui. Alors, oui, bien sûr. Bon, oui, parce que Il y a quelque chose qui s'est perdu parce que vous avez, je ne sais plus, autour de la page 60, 65, oui. Énoncé les chartes la mission publique du théâtre public. 98, ouais. La recherche en art est aussi importante que la recherche en sciences. Ça, c'est la charte des missions de théâtre public de 98. C'est Catherine Trautmann à l'époque, je crois, qui est ministre de la Culture. Mais c'est toujours celle qui est en vigueur. Hein. C'est-à-dire qu'on accepte de subventionner la recherche artistique comme on subventionne la recherche scientifique. Bon. Alors, plusieurs choses, oui. C'est un texte sur Galilée, et à un moment, Brecht écrit cette phrase géniale, « Penser est un des plus grands divertissements de l'espèce humaine », que dit Galilée. Et c'est formidable parce que ça, c'est Brecht, c'est vraiment la dialectique, il y a pensée et divertissement dans la même phrase. Donc là, on est, à mon sens, exactement là où doit être une pensée sur qu'est-ce que c'est que de subventionner, en l'occurrence, la culture, ou en l'occurrence l'art, ou je ne sais pas comment. Voilà. Là, on est dans une chose très juste. Et Brecht sait de quoi il parle. Et après, je fais une petite digression, oui, sur cette chose-là. Moi, je pense qu'il y a une chose qui a changé, c'est vraiment 2007, c'est vraiment la lettre de Sarkozy à sa ministre de la Culture. C'est la première fois où ils disent, faut que les salles soient remplies. Faut que les salles... il dit à Albanel, Sarkozy et Fillon d'ailleurs, disent de faire attention à ce que ce qui est proposé dans les théâtres, donc publics, aille dans le sens du goût du public. Je prends cette date comme charnière parce que après, moi, pour avoir commencé à faire du théâtre un peu avant, voilà, je vois qu'il y a une chose à partir de là qui change un peu quand même, voilà. Qui change un peu. C'est très long tout ça, parce que moi je peux dire que quand je commence à faire du théâtre, j'hérite de quoi, de ce qu'ont vécu mes parents, c'est-à-dire la décentralisation, la comédie de Caen, l'idée que la culture, c'est normal qu'elle soit subventionnée, c'est bien, mais sauf qu'à chaque époque, il faut qu'on se réinterroge sur pourquoi c'est bien. C'est-à-dire tout ça qui vient du Conseil national de la résistance, de après la guerre, il y a un moment, il faut réinterroger ces questions-là. Bon, le politique, à mon sens, ne se réinterroge plus du tout là-dessus depuis un certain nombre d'années, ça c'est sûr. D'ailleurs, je lisais un article là tout à l'heure dans Le Monde, c'est-à-dire à nouveau dans cette campagne présidentielle, personne ne parle de la culture. Voilà. Mais ça devient vraiment abyssal, quoi. Il y a eu ce problème pendant le confinement, il a fallu
il a fallu qu'il y ait une tribune pour dire ohé, on est là, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est tout un problème qu'on devrait beaucoup plus partager avec le politique. Mais eux n'y sont pas, enfin, n'y sont plus. Non. Jusqu'à ce qu'un jour, on ait un gouvernement beaucoup plus dur et qui vire le ministère. Voilà, je ne sais pas. Mais on a clairement changé. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vu ce changement de cette politique culturelle en France au fur et à mesure des années, s'éroder comme ça, un peu tristement, un peu comme ça au fur et à mesure, quoi. Véronique Timsit dit dans sa préface que vous êtes redevable au théâtre public. Pourquoi? Ça, je sais pas pourquoi elle a dit ça. Non, je sais pas pourquoi elle dit ça. Non, mais c'est se dire, je vais dire des choses vraiment banales. Hein, c'est bien quand j'ai fait le spectacle, le projet sur Paul Celan, sur la poésie de Paul Celan, à partir d'une conférence qu'il a faite qui s'appelle Le Méridien, qui est une chose difficile. Ça, j'en suis certain, c'est un projet que jamais je n'aurais pu faire dans le privé. C'est pas assez vendeur. C'est pas assez le public, le fait d'avoir un subventionnement fait que je peux faire ce projet à un moment. Donc voilà voilà pourquoi ça vaut le coup d'avoir ce système-là de subventionnement. Par exemple, pour certains spectacles. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vu des spectacles, ceux de Jean Jourdeuil ou Perret, etc. Je ne dis pas qu'il faut que les salles soient vides. Hein. À un moment, il y a une époque, il y avait un metteur en scène qui s'appelle Bernard Sobel, qui dirigeait Gennevilliers. Et moi, j'avais fait un spectacle avec lui. C'était un texte de Paul Claudel, pas le plus l'otage de Paul Claudel. Bon, c'était pas non plus la rigolade assurée. Bon, il y avait 20 personnes par soir. C'était une époque où ça posait pas encore de problème. Bon, voilà. Donc je suis pas pour que les salles soient vides. Hein, entendez-moi bien. Je dis qu'il m'est arrivé quand j'étais plus jeune de voir des spectacles avec des salles pas tout à fait pleines, mais des spectacles très importants. Et là, je repasse sur le critique de cinéma Serge Danet, qui dit cette chose à laquelle j'adhère, c'est-à-dire que très souvent, des spectacles pas tout public ou a priori un peu radicaux, je ne sais pas quoi, vont créer des vocations, vont créer des rencontres. On peut avoir une vocation en allant voir qu'est-ce qu'on a encore tous fait au bon Dieu, mais on ne fera que reproduire une espèce de norme, de recette. Vous savez comme moi, et c'est pareil pour les livres, c'est pareil pour les films, ou c'est pareil pour les spectacles, quand quelque chose arrive, ça n'arrive pas tous les jours, qu'on ne reconnaît pas ou qu'on ne peut pas, c'est quand même une fête. Et voilà. Donc, Serge Danet, il disait, moi, dans Libération, le rôle de la critique, par exemple, c'est de s'intéresser à des films, évidemment, qu'on trouve intéressants, avec des réalisateurs intéressants, comme les films de Manuel de Oliveira, etc., de faire la une de Libé, c'est plus possible maintenant, de faire la une de Libé avec ce film, en sachant que ça amènera un peu de monde, mais le film ne cassera pas la baraque au box-office, mais on gagne du temps. On gagne du temps. C'est-à-dire, on en parle. Et après, le truc fera le chemin qu'il fait. Et voilà. On gagne du temps pour la rencontre, à venir. Voilà. Et voilà une piste pour qu'est-ce que c'est que de subventionner. On gagne du temps. Si on dit, comme Sarkozy, 2008, à Albanel, allons-y, faites gaffe au goût du public, c'est terminé. On ne peut plus travailler, en fait. C'est aussi simple que ça. Vous parliez de la loi du marcheur de Serge Danet. Que représente pour vous le solo sur scène? Parce que après, je vais enchaîner avec Un vivant qui passe. Le solo sur scène depuis la loi du marcheur en 2010, Un métier idéal 2013, Le Méridien 2015, Maîtres anciens 2017. Moi, j'ai pas voulu faire de solo, en fait, au départ. Je voulais faire ce truc d'après Serge Danet, là, de cette interview avec Régis Debray.
Et puis on s'est aperçu que c'était bien que je sois tout seul et pas à deux. Donc c'est parti comme ça. Après, le truc que les solos m'ont permis d'explorer, donc quand vous êtes seul sur le plateau face à la salle, parce que les 4 solos que j'ai faits, c'est quand même très en adresse, souvent direct avec la salle. Et c'est pas des grandes salles, c'est jamais plus de 300 places. Sinon, ça ne marche pas. Ce que j'ai beaucoup expérimenté dans ces solos, c'est un truc génial. C'est comment écoute une salle. C'est arriver, quand vous avez beaucoup joué le spectacle, que vous êtes très à l'aise, vous, par rapport au spectacle, c'est comment vous modulez votre spectacle en fonction de l'écoute du soir. Et comment, et ça m'est arrivé beaucoup dans Serge Danet, vous pouvez comprendre comment chacun n'écoute pas différemment, écoute différemment le spectacle. Comment certaines personnes sont restées bloquées sur une phrase et ne suivent plus, n'écoutent plus ce que vous êtes en train de dire. Comment d'autres suivent. Comment, et tout ça dans le silence. C'est ça qui est génial. Enfin, dans l'impensé du truc, quoi. Et alors, cette sensation-là, c'est vraiment tout à fait particulier. Et c'est une sensation que j'éprouve d'autres plaisirs, mais c'est une sensation que je ne retrouve pas quand nous sommes 15 sur le plateau ou quand nous faisons des grandes formes, qu'on joue dans des grandes salles. C'est autre chose. Mais là, le fait d'être seul, enfin, à travers tous ces projets, j'ai vraiment travaillé, alors ce qu'on peut appeler l'adresse au public, des choses comme ça, mais plus que ça, je suis vraiment amusé à écouter une salle écoutée, quoi. Et que toutes ces représentations, elles se sont construites vraiment avec l'écoute des gens. Vraiment, voilà. Ouais, c'est très étonnant. Parce que Serge Danet, il y a un moment, les gens parlaient. Au bout de 2 heures ou 1h30 de spectacle, il y avait un espèce de questionnaire de cinéphile un peu marrant. Le film que tout le monde a vu sauf moi, le film de votre enfance, voilà. Et ça apparaissait sur un écran, les questions, et moi je parlais plus. Donc, tout le monde était comme ça un peu silencieux. Et puis les gens comprenaient qu'ils pouvaient dire le titre d'un film. Alors donc quelqu'un se lançait, disait un film. Et au bout de 5 minutes, il y avait plein de titres de films de tout le monde, voilà, avec ce truc très beau que les jeunes générations, évidemment, ce n'étaient pas les mêmes films. Donc je pouvais savoir l'âge des gens par rapport le film de l'enfance, par exemple, c'est génial. Entre Forrest Gump pour les uns et Jeux interdits pour les autres, il y a tout un truc comme ça. Et donc les gens pouvaient parler. Et le spectacle était tellement poreux, en fait, qu'il y a beaucoup de représentations où des gens continuaient à parler après la séquence cinéphile, là, où moi, je reprenais le texte. Et il y a des soirs, je vous assure, les gens continuaient à parler, à me parler. Ça, oui, mais tout à l'heure, vous avez dit un truc, par exemple, sur... Jusqu'à un jour, une dame qui était au fond de la salle. Donc là, on est à 2 heures de spectacle, déjà. Et 1 heure avant, j'avais parlé, Serge Danet parlait, d'un metteur en scène américain qui s'appelle Léo McCarey, que lui adore, voilà, mais que peu de gens connaissent finalement. Et on passe 2 heures après, j'arrive presque à la fin du spectacle, et il y a une dame en haut de la salle, très fort, mais en plein milieu du texte. Il n'y a plus de frontières, quoi. Elle me dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner 5 titres de films de Léo McCarey? C'est pour ça que je dis que là, vous comprenez que la dame, en fait, elle est restée 1 heure avant, en fait, sur le truc. Ouais, c'est génial. Et donc, vous vous dites, une salle n'écoute pas, en fait, comme vous croyez qu'elle écoute, c'est-à-dire on suit un truc et tout ça. Non, non, non. Et ça, c'est merveilleux. Parce que chacun... il n'y a rien de plus beau que de penser presque à autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible de penser à autre chose en regardant ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc c'est tout ça. Et dans les solos, j'ai vraiment
expérimenter ces choses-là. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont vu, celles qui ont vu Un vivant qui passe? Ah, quand même, ouais, d'accord. Donc, Un vivant qui passe, donc c'est justement, comme les autres textes, c'est pas un texte de théâtre. C'est un documentaire donc, de Claude Lanzmann, annexe à son œuvre Maîtresse Shoah. Avant de décider de vous en emparer, Nicolas Bouchot, pour cette forme scénique, vous avez découvert ce film sur Arte, c'est ça, en 97. Et quel souvenir il vous avait laissé? Un souvenir assez fort, parce que je ne connaissais pas cette histoire de Theresienstadt, du ghetto de Theresienstadt. Donc, voilà, j'apprenais quelque chose sur l'histoire déjà, et puis bien, quoi, enfin bien clairement. Et puis j'étais tout à fait troublé par ce Rossel, que je trouvais tout à fait antipathique. En plus, dans le film, vraiment, on voit sa tête en gros plan. Enfin bon, c'est pas à son avantage, c'est difficile. Et en même temps, je me suis tout de suite dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça serait extraordinaire au théâtre, ce truc. Voilà. Parce que on a, à travers Rossel, un certain nombre de questions qui nous sont posées, en fait, qui nous sont adressées, qui me semblaient très actives, en fait, très, très, très intéressantes. Ouais, ouais. Et puis, je pensais qu'il y avait ce truc, pour deux acteurs, il y avait un truc passionnant à jouer à deux, quoi. Ça, c'était tout de suite évident, parce que, en fait, comme c'est un entretien aussi filmé comme celui de La loi du marcheur, mais là, c'était évident que vous aviez un partenaire. Vous n'avez pas imaginé à un moment donné de dire, bon, je vais le faire tout seul. Non, ça ne fonctionnerait pas. Mais justement, et du coup, la place du public, ça reposait à cette question-là? Bah, on se l'est posée tout de suite parce qu'elle était très différente. On s'est dit, ça va être très différent que quand je suis tout seul. Puisque juste avant, on avait fait un spectacle adapté d'un roman de Thomas Bernard, où là encore, mon partenaire était le public, encore là. Et donc, pour Un vivant qui passe, on n'avait pas ce truc-là parce qu'on était deux. Moi, j'ai été très content qu'on soit deux, enfin, qu'on sorte de la forme solo. Voilà. Après, on s'est raconté toute une série de stratagèmes en se demandant comment on pouvait inclure le public. Voilà. Ou on le fait assez simplement, d'ailleurs. C'est surtout Fred qui en appelle vers la salle. Donc oui, alors Frédéric Noy qui interprète Lanzmann. Claude Lanzmann et Nicolas Bouchot, Maurice Rossel. Ouais. Alors vous avez travaillé sur les rushs par rapport au film monté tel que diffusé sur Arte à l'époque. Qu'est-ce qui vous a apporté de plus? Qu'est-ce qui vous a révélé? Je crois que c'est la dimension en fait institutionnelle du CICR, non, dans laquelle est pris Maurice Rossel, qui apparaît pas trop dans le. Je me souviens dans le film sur Arte. Alors, le fait de faire un objet à partir d'un objet qui existe déjà, c'est une chose assez particulière. Et j'ai le sentiment qu'on a fait un spectacle. Lanzmann vient voir Rossel et il lui demande de regarder un moment de l'histoire, 44. Il fait un film. Et nous, on fait un spectacle. Et dans ce spectacle, on regarde aussi le film qu'a fait Lanzmann. À cause de ce travail qu'on a fait sur les rushs. Parce que quand on a regardé les rushs, on a compris comment Lanzmann avait fait son film. Comment il l'avait monté. Qu'est-ce qu'il n'avait pas gardé. Qu'est-ce qu'il avait gardé. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'était... Et j'avais éprouvé ça en 97. Je me dis, mais quoi, Rossel, ce type, quel salopard. Mais Rossel, c'est-à-dire que Lanzmann avait vachement axé, selon moi, il le détestait. Il le détestait parce que, après j'ai une anecdote assez drôle, il le détestait, mais il axe son film, c'est la tragédie d'un homme. Tragédie d'un homme. Il y a vraiment qu'au théâtre qu'on se dit on va faire la tragédie d'un homme. Il n'y a pas de tragédie d'un homme, il y a la tragédie d'un homme qui est dans une situation précise
et qui, là, est commandité par le Comité international de la Croix-Rouge. Donc on a remis beaucoup de ce qu'il y avait dans les rushs, où Rossel parle de l'institution Croix-Rouge. Parce qu'en plus, on se dit, quand on fait un spectacle qui va parler de ce sujet, qui est un sujet lourd, très lourd, où parfois on ne se sent pas légitime nous-mêmes à en parler, à faire quelque chose à partir de ça. Par contre, on peut s'en sentir légitime si on se pose des questions et si on se dit, on ne va pas faire un spectacle sur la Shoah en disant c'était horrible. Tout le monde sait que c'était horrible. Par contre, on lit, on réfléchit et on se dit, par exemple, ce que disait Paul Celan, puisqu'on avait fait Paul Celan avant, que comment est-ce qu'on peut, à travers ce spectacle, poser la question de la Shoah pas en tant que point d'arrivée de l'histoire de l'humanité, mais c'est-à-dire un truc qui ne pourra plus se passer ça jamais, mais en tant que point de départ d'une humanité à venir. Et en tant que point de départ de quelque chose à venir, il me paraissait intéressant de remettre l'institution Croix-Rouge au centre, parce que pour qu'une chose comme ça puisse avoir lieu, je ne vous l'apprends pas, donc une production industrielle de cadavres, ça se fait parce que tout un pays, tout un continent se met en ordre de marche, donc économiquement, de façon industrielle, politiquement, etc., etc. Et à travers Rossel, c'était bien qu'on sente aussi cette chose-là, de ce que le philosophe Gunther Anders appelle la machine de l'administration, la machine de la façon dont se défend Eichmann à son procès, qui n'est pas très loin de Rossel, hein, c'est-à-dire, mais moi, je n'ai fait que ce qu'on me demandait. Alors lui, il ment totalement, Eichmann évidemment, puisqu'il est plus qu'à l'origine de ce projet. Mais cette idée, effectivement, que... D'ailleurs, est-ce que quand la Croix-Rouge envoie Rossel à Theresienstadt, qui a quand même 25 ans, qu'est-ce qu'ils se disent à la direction de la Croix-Rouge? Est-ce qu'ils se disent, on va envoyer le jeune, le gars qui n'est pas expérimenté, puis il va bien nous faire un rapport tranquille? J'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Voilà. Et je trouvais que Lanzmann avait beaucoup enlevé dans le montage final la situation, des choses sur la situation et sur le contexte. Voilà. Et donc je trouvais important de remettre. Et aussi, il avait enlevé, qu'on a remis sur... quand Rossel lui dit on avait peur, par exemple. Et c'est vrai que il le dit dans d'autres moments des rushs qu'on n'a pas gardé, mais... quand il est à Auschwitz face au général SS, il sait très bien que les mecs, ils peuvent sortir leur pistolet et tirer. Hein. Ça, ils n'ont pas de... Je pense même qu'ils pensaient qu'il pouvait y avoir que s'ils faisaient des rapports trop à charge, il pouvait y avoir des conséquences quelques semaines après avec la Gestapo ou je ne sais pas quoi. Quand même c'est ce qu'il dit Rossel. Je ne dis pas ça pour excuser je ne sais pas quoi. Hein. Je dis juste que voilà, c'était important de remettre un peu de... Et quand Rossel dit à la fin à Lanzmann, quand il fait un peu bravache et un peu bêtement, je re-signerai aujourd'hui ce rapport que j'ai fait, et qu'il lui dit à Lanzmann, il lui dit, vous ne pouvez même pas imaginer, parce que vous vivez aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était en 1944 qu'un régime policier. Bon, voilà, il fait allusion à ça, par exemple. Mais il apparaît aussi dans ces rushs qu'il y a une certaine manipulation de Lanzmann aussi, qui s'est approprié. Oui, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on peut faire un objet sur un objet qui existe déjà, parce qu'un objet comme un documentaire, c'est un objet qui est fabriqué. C'est-à-dire que Lanzmann, il fabrique son film, de même qu'il a fabriqué Shoah, il en parle très bien lui-même. Quand il va louer la locomotive, quand il remet le coiffeur, le Sonderkommando, la Bomba, il le remet dans le contexte de son salon de coiffure, et c'est là où le gars peut témoigner. C'est la mise en scène, quoi. Bien sûr, il fait de la mise en scène. Alors c'est pour ça qu'en plus, Un vivant qui passe, c'est
c'est abyssal à ce niveau-là. Parce que Lanzmann fait une vraie mise en scène. Il fait une mise en scène quand il va chez Roussel et qu'il a son rapport à Roussel. Roussel, il ne le sait pas que Lanzmann a son rapport. Il lui sort en plein milieu de l'entretien. Donc il sait très bien l'effet qu'il va produire, Lanzmann. C'est comme un coup de théâtre qu'il fait. Donc tout ça est de la mise en scène, d'un truc qui parle de mise en scène. Alors celle-là, macabre, des nazis à Theresienstadt, des nazis qui préparent le ghetto pour l'arrivée de la Croix-Rouge et qui font répéter les gens, qui font une fausse banque. Il ne le dit pas, mais Roussel, il a assisté à une fausse séance de tribunal le jour de sa visite. Enfin, c'est vraiment, tout est faux. Donc, voilà, c'est ce que dit Rancière sur la différence entre la fiction et le documentaire. Il n'y a que de la fiction, toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a que de la construction, il n'y a que des agencements. Donc c'est pour ça, c'est marrant de faire un objet sur un objet qui existe déjà, c'est que vous allez agencer autre chose avec ça. Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant, je pense que le spectacle qu'on a fait regarde aussi, et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas grave, mais regarde aussi le film tel qu'il est. Je ne sais plus ce qu'on disait. Ouais. Comment ça passe par quoi pour rendre actuelle, vivante cette histoire aujourd'hui et non comme un fait historique? Ah bah, alors ça, c'était une question qui a traversé vraiment toutes les répétitions. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, de se dire, puisque la Croix-Rouge, ça existe encore, puisqu'on en parle, puisqu'il y a 2 semaines, il y a eu une suspicion des Ukrainiens, alors je ne sais pas si elle est vraie, qu'en fait, la Croix-Rouge internationale, là, il y a 2 semaines, les Ukrainiens avaient l'impression qu'elle travaillait plutôt pour les Russes, quoi, enfin qu'elle était plutôt... qu'elle penchait plutôt du côté russe. Enfin, vous voyez, c'est compliqué tout ça. Je pense que c'est un document qui va évidemment plus loin que simplement un fait historique. De toute façon, c'est cyclique, l'histoire, ça revient toujours. Donc, je pense que si nous, on est précis, ça va. C'est-à-dire que même si on parle d'une période 42-44, si nous on est précis avec ça, il y aura toujours un renvoi vers aujourd'hui, toujours. Et puis ce que je racontais sur comment est-ce qu'une chose comme la Shoah est possible, ça c'est une question qui sera toujours actuelle. C'est-à-dire il y a le livre de Zygmunt Bauman là, qui parle de ça, qui reprend les trucs de Gunther Anders sans le citer d'ailleurs, mais vraiment... la machine administrative qui se met en ordre de marche pour créer un génocide, c'est une réalité qui nous pose encore des questions aujourd'hui. Bien sûr, ça c'est extrêmement important. Ou ce que dit un des historiens en ce moment qui a beaucoup travaillé sur le nazisme, Johann Chapoutot, quand il dit... c'est complètement crétin de dire les nazis sont des barbares. Pas du tout. Tout est pensé, extrêmement pensé, extrêmement... Donc c'est important de se le rappeler, surtout à quelques jours de quelqu'un qui cache quand même des trucs dans son programme. Vous m'aviez dit, avant la création de Un vivant qui passe, quand on s'était parlé au téléphone, qu'il s'agissait d'une tragédie grecque qui se jouait entre ces 2 hommes. Ah bon? Ouais, Voilà, Maurice Roussel et Claude Lanzmann. Moi, ma question, c'est savoir quelle dynamique de jeu vous avez dû inventer avec Frédéric Noailles, parce qu'il y a beaucoup de silence. On se demande ce qui se passe dans ces silences. Mais vous savez, j'ai parlé de la tragédie grecque, je reviens à la question que vous me posiez, parce que je me posais la question de la place du spectateur dans ce spectacle. Et à un moment, en réfléchissant, je me disais, mais en fait, ce serait magnifique si on imaginait, on ne veut pas dire que le public, c'est le cœur. Enfin, c'est le cœur tragique, quoi. C'est les gens de la cité, quoi. Et que Lanzmann et Roussel, ils sont comme 2 protagonistes qui se rejouent une chose. Enfin, voilà, je pensais à ça. Comment on a travaillé avec Frédéric? Moi, j'avais l'intuition, par exemple, que...
On n'a évidemment pas travaillé en disant lui Lanzmann, moi Rossel, quelles sont nos caractéristiques et tout ça. On a vraiment travaillé, Frédéric et moi, dans notre entente et dans notre capacité, nos intuitions de ce qui se pouvait se passer entre nous. C'était ça le principal. Et d'ailleurs, j'ai proposé à Frédéric, parce que je sais, via les spectacles qu'on avait fait avec Creusevaux, qu'on s'entend très bien sur le plateau. Et que... donc, c'est pas... Vous vous dites pas, je vais prendre le meilleur acteur au monde pour jouer avec moi, ou qui est-ce qui serait le mieux en Lanzmann, ou voilà. Vous prenez l'acteur avec qui vous pensez que vous allez jouer, mais comme au tennis. C'est-à-dire service, volée, service, coup droit, revers. C'est que ça. Ça, c'est génial. Hein. Et d'ailleurs, la qualité des représentations ne repose que là-dessus. Je disais l'autre fois, comme c'est quand même pas du tout un texte de théâtre et c'est pas un texte de roman non plus, et que c'est quand même voilà, de la parole qui a été dite pendant une interview. Et là, il y a un moment en répétition où vous dites c'est dur parce que c'est plat en fait. Même si des choses étonnantes sont dites hein, à un moment. Mais par exemple, tout le début de Rossel qui raconte qu'est-ce que c'est une visite de prisonnier de guerre. Alors on est toujours accompagné par un Begleit officier au KV, c'est les officiers de l'ancienne guerre, vous savez, la guerre de 14. Et être là, vous dites, pour intéresser les gens, ça va être dur. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, dynamiquement parlant. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de crise, voilà, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on joue en fait? Eh bien là, vous comprenez que ce qu'on joue, c'est avec l'autre. C'est dans l'autre, c'est le regard de l'autre qui vous fait exister. Hein. Je veux dire, ça c'est vraiment un truc au théâtre basique. Quoi. Et cette chose-là, il fallait que Fred et moi, on soit très très ensemble là-dessus. Quoi. Et c'était le cas. Et les déplacements? Parce que vous n'êtes pas toujours assis. Mais non. Et lui non plus. Mais non. Donc, il a fallu inventer toute cette dynamique de rapport de force en jeu. Ouais, et puis surtout, effectivement, comme disait Eric l'autre fois, c'est-à-dire que dans le film, on voit à peine Lanzmann. C'est cadré sur Rossel, mais on le voit très très peu, Lanzmann. Donc il fallait inventer le corps de Lanzmann, par exemple. Un corps qui écoute, donc qui est dans une dynamique d'écoute. Je pense qu'au fond, on aurait pu le faire sur 2 sièges. Mais quand vous commencez les répétitions, vous vous dites non, on va pas faire ça, c'est trop difficile, quoi. C'est trop, ça va pas tenir en fait. Donc on invente une scénographie, on invente des choses, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, des remarques, je vais passer avec le micro parce que comme c'est enregistré, j'ai besoin d'avoir votre voix. Levez la main. Oui, j'arrive. Très bien. Je vais mettre mon masque. C'est qui la première place? C'est par vous. Oui, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez dit que j'ai trouvé très intéressant. Et la question que je voulais vous poser sur le spectacle lui-même, c'est que vous avez introduit parfois des éléments, je dirais, étrangers, comme un ballon qui passe, des bruits en arrière-scène, comme des bruits de cuisine, enfin d'ustensiles. Ouais. Alors, quel était le but recherché? C'est assez simple. Les bruits de cuisine sont dans le film. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire, aussi pour poursuivre ce fil il y a des sons enregistrés, donc on est aussi dans une mise en scène exactement comme celle dont on parle.
Mais les sons des cuisines sont dans le film, et à la place du ballon dans le film, il y a les pleurs d'un enfant qui est sans doute le petit-fils de Maurice Rossel. Et il dit écoutez, faites taire ce gamin ou sortez-le. Et Lanzmann, dans le bonus du DVD, dit à juste titre, quand Rossel dit « sortez le gamin », en réalité c'est un lapsus, celui qui veut sortir, c'est moi. Celui qu'il veut faire sortir de chez lui, c'est moi. Sans quoi il a tout à fait raison, c'est exactement ça. Donc Rossel, chez qui Lanzmann, c'est vraiment, on va dire, invité, enfin c'est un euphémisme, hein, il a mis le pied dans la porte, hein, avec son équipe et tout ça. Donc l'autre, il est un peu surpris, un peu. C'est pour ça qu'il est bizarre au début du film, d'ailleurs. On a l'impression qu'il est malade, mais en fait, il est terrorisé, quoi. Donc il y a le son d'un gamin qui pleure, et simplement, nous, on l'a traduit par un ballon qui arrive. Et c'est le même texte que dans le film, c'est je crois qu'on va arrêter, dit-il à Lanzmann, ou alors il faut sortir ce gamin. Voilà. Donc c'est des reprises du document filmé, ça. Alors, donc moi, j'étais intéressée par le fait que sur scène, j'ai trouvé que la distinction entre le personnage et la personne que vous êtes, elle n'était pas flagrante, en fait. Pas du tout qu'il y ait une identification, mais je trouve qu'il y a un naturel qui est très fort. Et j'avais envie de faire le lien avec ce que vous avez dit un petit peu plus tôt. Quand Sarah vous a demandé de définir par exemple la présence, plus tard vous avez aussi parlé de l'intensif ou encore comment vous modulez le spectacle en fonction de l'écoute du soir. Et donc, il me semble que vous parlez du paraître, mais du paraître comme manifestation. Et j'aimerais savoir comment vous articulez le fait que vous restez vous-même. Comment ces compétences-là que vous avez de créer du temps, de l'intensif, de la présence, comment vous l'articulez avec votre naturel? Et alors en fait, bien sûr. Comment vous restez dans l'être? Ouais. Et deuxièmement, comment la présence, telle que vous l'avez définie, elle est vécue intérieurement? La présence, elle est vécue intérieurement sur scène, oui, dans un rapport au rythme, au temps, au moment où vous allez répondre à l'autre, à quel silence et combien de temps vous allez le faire durer, à comment vous allez, à quelle vitesse vous allez émettre la phrase. C'est comme une matière, vous voyez. Ça, c'est sur cette question-là précisément. C'est vraiment sur voilà. Bon, après, je pourrais dire autrement, je pourrais dire plus simple, je pourrais dire, mais ça serait à débattre aussi parce que c'est pas si simple. Qu'est-ce que c'est la présence sur scène? Donc, qu'est-ce que c'est d'essayer tous les jours d'être au présent, au moment présent? Ça peut nous amener très loin, parce que le présent, on dit ça, mais il se crée aussi le présent. Il n'est pas donné.
Il y a eu, je prends un exemple, suite à, je pense au spectacle des TG Stan, il y a eu une vague en France depuis 10 ans de plein de spectacles qui commençaient par les acteurs sont là. Les acteurs sont sur scène. Les acteurs sont comme vous et moi, on est cool, on va commencer à jouer sans jouer, on est vraiment au présent. C'est pas ça le présent. Ça, c'est la pause. Le présent sur scène, vous devez le fabriquer parce que vous devez, comme dit John Berger dans Un métier idéal, vous devez créer seconde après seconde. Et tout l'art, c'est le passage d'un temps à un autre. Et ça, pour créer de la présence et du présent sur le plateau, vous ne devez pas sauter ces passages-là. Quand vous êtes très fatigué, vous les sautez complètement. Et vous allez à ce que vous avez fait en répétition. Quand vous êtes plein d'acuité, vous rentrez dans chaque moment et vous essayez de passer à l'autre moment, pas exactement comme vous l'avez fait la veille. Ou en comprenant intuitivement comment les gens écoutent à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est clair. Hein, mais... Donc, ce qui est intéressant, c'est les chemins, quoi. C'est comment on passe d'un point à l'autre. Je parle là sur... ça peut être sur 10 secondes, hein. Ça peut être sur 1 minute. Comment on passe d'un point à un autre et comment on ne zappe pas le passage présent. Bon, après, on pourrait aller très loin. Le présent. Moi, je dis, il y a une phrase qui m'obsède en ce moment, c'est tomber dans le présent. Je pense que sur scène, il faut tomber dans le présent. Super. Il y a une histoire juive hassidique qui est assez étonnante. C'est dans une synagogue. C'est là, tout le monde est là. Puis au fond, il y a quelqu'un, je ne sais plus ce que c'est la question du rabbin. C'est un truc sur le vêtement. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme vêtement? Ou c'est quoi votre vêtement préféré? Enfin voilà. Puis il y a un mec au fond qui prend la parole et qui commence à raconter une histoire où il commence par « Avant, il y avait un roi qui vivait dans un royaume ». C'est une histoire, c'est un petit récit comme une histoire populaire complètement. Il y avait un roi qui vivait dans un royaume et puis ce roi a été destitué. Et puis, à un moment, il était sur son trône et puis les gens sont rentrés dans la salle. Et puis après, il est parti par la porte de derrière. Et puis, et là, maintenant, il est là. C'est lui. On est passé du passé simple à l'imparfait, à un passé jusqu'au présent. Génial l'histoire. Et à la fin, il dit, et au final, il est là, devant vous. Et j'aimerais bien avoir une chemise ou je sais pas quoi, parce que le mec est à moitié à poil, il s'est fait virer de son royaume, quoi. C'est une histoire... Mais c'est incroyable comment la succession des temps jusqu'au moment de... Et ben non, il est là. Tout le monde fait comme ça. Ah putain, c'est lui. Et vous voyez ce... Et maintenant, il est là. Ben, c'est ça qu'il faut... Mais ça peut pas être une posture. C'est un truc... Voilà. D'ailleurs, voilà, il faut avoir conscience qu'à chaque moment du spectacle, vous créez du passé. Vous êtes en appel vers... Dans le meilleur des cas, vous ne le savez pas. C'est ça qui est marrant. Ça aussi, c'est créer du temps. C'est-à-dire, on sait pas, on ne sait pas où ça va aller quand vous jouez. Quand vous arrivez à vous remettre dans cet état-là. Mais vous êtes au moment, en tout cas, à chaque moment, à chaque petit bout de présent successif. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Je ne sais pas hein, si je réponds bien à tout ça, mais... Oui, je pense, en grande partie. Non, enfin, je vais laisser la parole. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Oui. Merci. Eh bien, j'adhère complètement en fait j'adhère à ce que vous venez de dire. Je comprends très bien parce que j'avais l'impression à un moment, en voyant la pièce, que vous aviez improvisé, parce que vous coupiez la parole avec une telle spontanéité, quelquefois. Et maintenant, avec les explications que vous avez données, j'ai bien compris que c'est suivant le rythme que vous avez pu intervenir plus tôt ou pas dans la conversation quand vous répondiez à l'autre. Voilà.
Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez l'impression d'avoir donné une image un peu différente du personnage de Rossel par rapport à celle qui pourrait ressortir du film de Lanzmann, que je n'ai pas vu et que j'ai envie de voir maintenant pour faire la comparaison. Alors, toute l'équipe avec qui on a fait le spectacle, Éric Didry, le metteur en scène, Véronique Timsit, qui travaille à la dramaturgie et tout ça, à un moment, ils ne voulaient pas que je fasse Rossel. Ils voulaient que je fasse Lanzmann, toute l'équipe, scénographie, tout ça. Parce qu'ils me disaient, dans les autres projets qu'on avait fait avant, c'est parce que toi, tu es sur le plateau que nous, on comprend le projet que tu veux faire. Et là, forcément, un vivant qui passe, ça passe par Lanzmann. Ce qu'on étudie quand on travaille le spectacle, c'est l'œuvre de Lanzmann. C'est par lui qu'on rentre dans ce truc-là. Donc, il voulait que je fasse Lanzmann, et parce que une des raisons invoquées principales, c'était si tu fais Rossel, les gens vont le trouver trop sympathique. Alors maintenant, c'est pas à moi de répondre aujourd'hui. Vous le trouvez trop sympathique. Et moi, je pensais, tant mieux, le piège n'en sera que plus grand. Et donc, je dis souvent, en ce moment, quand on rencontre le public et tout ça, ça n'arrive pas tous les soirs, mais j'aime bien, et Fred aussi l'aime bien, quand on a l'impression que jusqu'à Auschwitz, jusqu'à ce qu'il raconte sa visite à Auschwitz, on se dit, bah, en fait, ce gars, voilà, bon, il avait quand même 24 ans, je pense bien qu'il avait peur à Auschwitz, qu'il n'était pas tellement dans son assiette, comme il dit, et tout ça. Bon, il y a un truc qui se suit comme ça, puis arrive Theresienstadt, et là, on fait gloops. C'est pas possible, en fait, le type est... Bon. Donc ça, c'est intéressant. Manipulation marrante à éprouver, par exemple. Donc, je pense que... je sais pas. C'est difficile pour moi de répondre à ça. J'aurais tendance à dire il est plus antipathique dans le film. Je crois. Mais pour des raisons qui ne sont pas, encore une fois... Hein, l'autre, il arrive chez lui, il lui met la caméra, mais sur la tête, quoi. Enfin, je veux dire, il est cadré comme ça, quoi. Évidemment pas arrangé. Il n'arrive pas avec une maquilleuse, hein, Lanzmann. Donc, bon, le mec est à peine habillé, il n'est pas bien habillé, il est bon. Rien n'est à son avantage, c'est sûr. Après, le théâtre est marrant pour ça. C'est Hamlet qui dit, hein, le théâtre, c'est le piège où je vais prendre le roi, quoi. Le théâtre a un côté piège qui est marrant. C'est-à-dire que quand vous voyez le film, bon, bah, vous comprenez au bout de 5 minutes que Rossel, ça sera toujours Rossel jusqu'à la fin, quoi. Un type voilà, qui a cette tête-là, qui ne bouge pas, qui est cadré serré et tout ça. Au théâtre, c'est marrant parce qu'on est plus plastique, quoi. On peut faire d'autres trucs. On peut faire des métamorphoses plus grandes. Donc voilà, c'est comme c'est pas le même média, le même médium, hein, c'est vachement lié à ça aussi, les différences entre les deux. Et on peut pas... si, peut-être un très très grand acteur pourrait le faire, c'est-à-dire faire un truc extrêmement radical où le mec est antipathique, horriblement antipathique, du début jusqu'à la fin, et que le truc tienne. Mais en plus, c'est pareil, pour revenir sur qu'est-ce que c'est que jouer et tout ça. Si jouer, c'était seulement être la personne qu'on doit représenter, et selon quels critères d'ailleurs, on ne sait pas, hein, et n'être que ça, non. Jouer, c'est aussi jouer avec votre propre rapport à la figure que vous interprétez. Et c'est ça que vous faites jouer aussi dans les spectacles. Moi, je suis en dialogue avec Rossel. Et je le montre comme ça. À un moment, je peux m'amuser à essayer d'être complètement Rossel. À même retrouver une intonation qu'il a dans le film.
Ça, je peux m'amuser à faire ça. Mais je m'amuse à faire ça. M'amuse au sens sérieux du terme, hein, je veux dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez dit que vous aviez une anecdote par rapport au fait que Lanzmann détestait Roussel. Ouais, c'est très drôle. Enfin, c'est pas très drôle, c'est... Non, mais parce que, pour la petite histoire, ce projet, moi, je voulais le faire il y a 15 ans déjà. Il y a 15 ans, Lanzmann était vivant. Nous allons, avec le metteur en scène avec qui je devais le faire, voir Roussel. Voir Lanzmann. Oh, lapsus. C'est énorme. Ben voilà, ça, c'est un truc d'acteur, par exemple. Voilà. Je suis quand même Roussel. On va voir Lanzmann il y a 15 ans et on lui dit voilà, on voudrait adapter au théâtre Un vivant qui passe. Ah bon, mais quoi mais pourquoi? Il y a déjà un film. Vous savez, moi j'ai vécu très longtemps avec une comédienne, avec Judith Magre. Ouais, Judith Magre, elle est géniale. Hein. Oh la vache, elle est vraiment très très drôle. Elle a 90 ans, quoi. C'est. Elle boit encore du champagne dans le taxi, quoi. C'est vraiment, elle est vraiment étonnante, Judith Magre. On se demande comment elle est restée avec lui, d'ailleurs. Et donc, il nous dit, oui, alors j'ai vécu très longtemps avec une femme qui faisait du théâtre. Moi, j'aime pas le théâtre. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, tout ça en nous parlant, il regardait tout le temps son ordinateur. C'était hyper bizarre. S'il était en relation avec des services secrets ou je sais pas quoi. Et un truc un peu... Et puis il nous dit, bon, ok, je vous donne les droits. Oh, puis non, je veux pas... Bon, je vous donne les droits, puis je viendrai en répétition, puis si ça me plaît pas, je vous enlève les droits. Bon, on est sorti, on a dit, ok, vivant qui passe, on le fera pas. C'est pas grave, on va faire autre chose. Et puis voilà, et puis pendant le confinement, tout ça, confinement... je parle avec Nicolas Roux qui s'occupe de la production du spectacle de projet. Là. Je lui dis c'est con parce qu'il y a longtemps il y avait ce truc qui à mon avis est vraiment super à faire sur Un vivant qui passe. Et puis il me rappelle, il me dit mais c'est vraiment super. Il regarde le film, il dit tout ça. Et là je me dis mais en fait il est mort Lanzmann. Je me dis pas comme ça vraiment parce que je me dis ça va être pire avec sa veuve. Ça va être pareil. Elle va être plus royaliste que le roi. Dominique Lanzmann, son épouse. Et vraiment, je l'appelle un peu la peur au ventre en me disant, bon, bah, de toute façon, ça ne marchera pas et tout ça. Et donc, j'avais préparé quand même un petit truc à lui dire. Et c'est là l'anecdote. Donc, elle me répond, très, très sympa, Dominique, elle est vraiment très sympa. Et puis assez vite, elle me dit, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour que l'œuvre de Claude, voilà, que les gens s'en emparent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent et tout. Vraiment, vraiment super, quoi. C'est pas toujours le cas. Hein, des gens qui gèrent les héritages comme ça, il y a des gens terribles qui veulent pas, qui veulent, voilà. Elle, vraiment. Et puis je lui sors mon petit discours. Je lui dis oui, parce que moi, quand j'ai vu le film, j'étais tellement troublé par Roussel et tout ça. Comment ça? J'étais troublé. Et là, vous dites, putain, ça va m'échapper le truc, elle va me reprendre les droits et tout ça. Non, mais je veux dire, oui. Mais c'est une ordure, vous voulez dire? C'est une ordure, ce Roussel. D'ailleurs, Claude le savait très bien. Donc, c'est là où j'avais le truc de dire que, bien sûr, quand Lanzmann va voir, il le hait. Il le déteste. Il pense que c'est vraiment une raclure, quoi. Et il fait le film dans cette optique. Même s'il dit au début Lanzmann dans son film, je laisse le public juge. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est une... Et moi j'étais là en disant oh oui bien sûr, mais il est horrible, c'est sûr. Ah ben oui, mais voilà. Mais justement c'est très intéressant. Mais là j'ai senti parce que moi j'étais vraiment sur un truc. Oui c'est intéressant, c'est trouble et tout ça. Mais comment ça? Genre, vous n'avez rien compris au truc ou quoi? C'est ça qui était drôle.
Et l'autre truc drôle, c'est que, pour l'anecdote aussi, c'est que Dominique Lanzmann, elle est très sympathique, elle est un peu à l'ouest. Et donc, elle est tellement à l'ouest qu'elle avait déjà donné les droits à quelqu'un d'autre. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on était deux à vouloir... Samy Frey. Avec Samy Frey. Et moi, je l'ai appris 6 mois après, alors que la production était faite. Et je me suis dit, mais elle est gonflée quand même, parce que si elle m'avait dit ça avant, peut-être je l'aurais pas fait. Enfin, heureusement, le truc de Samy Frey, c'était une lecture, c'était que à Paris, c'était au théâtre de l'Atelier, théâtre privé, et Samy Frey lisait les deux en fait, Lanzmann et Rossel, sur son iPad. Je crois que c'était bien d'ailleurs. Enfin, les gens qui ont vu les deux spectacles, ils sont... Mais elle avait complètement oublié, puis elle croyait, quand moi je la rappelais, que c'était l'équipe de Samy Frey. Enfin bon, voilà, c'est pour vous dire le... Mais elle est très sympa. Non, mais c'est vrai, elle est très sympa. Elle est venue 4 fois voir le spectacle. Elle est vraiment... ouais. Bon, il est 19h. Moi, j'avais plein d'autres questions, mais ce sera pour une autre fois. Mais on remercie Nicolas Bouchot. Voilà. Sauver le moment de Nicolas Bouchot est paru aux éditions Actes Sud dans la collection Le Temps du Théâtre. Vous venez d'entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le jeudi 7 avril 2022 en partenariat avec le Théâtre Garonne et animée par la journaliste culturelle Sarah Hautesser que vous pouvez retrouver dans les programmes de Radio 106.8 FM à Toulouse et sur Internet. Montage, réalisation et mise en onde, Radio.